Donc, je vais maintenant donner la parole à Anna, voilà, qui se prépare. Merci beaucoup Gérald. Je vais me permettre de rebondir sur certains des éléments dont tu as évoqués au fur et à mesure de l'avancement de ma présentation. Euh, Ce que je souhaiterais aborder avec vous, c'est la place de ce nouvel objet, l'algorithme, dans cet univers des données et notamment la façon dont on pourrait contribuer à augmenter sa transparence et rendre sa conservation plus pérenne. Cet enjeu aujourd'hui? Depuis au cours des dernières années, l'algorithme est venu sur le devant de la scène, notamment à travers un ensemble de nouvelles réglementations qui met en avant un besoin de transparence. En France, bon, la Commission européenne s'est évidemment emparée du sujet. Vous connaissez le sujet de la réglementation RGPD. Ici, je me concentre sur la définition donnée à l'algorithme par la CNIL en France et les différents principes qu'elle met en valeur. La CNIL définit un algorithme comme une description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. C'est une définition extrêmement large d'un algorithme. D'ailleurs, la CNIL elle-même cite une recette de cuisine comme étant un algorithme, c'est-à-dire qu'il y a des ingrédients en entrée, une suite d'opérations et un résultat, une salade en sortie. Une définition un petit peu plus concrète et proche de la réalité des données consiste à dire qu'un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations sur des données d'entrée pour obtenir un résultat. Il s'agit dans ce cas-là d'un résultat analytique. Et ce résultat lui-même sert à résoudre une problématique qui lui est posée par un être humain. Voilà. La CNIL soulève deux problématiques clés à partir de 2017 notamment. C'est le principe de loyauté des algorithmes et le principe de vigilance qui sont au cœur des débats encore aujourd'hui. La loyauté est définie par les cliniques comme le fait qu'un algorithme ne doit pas trahir son utilisateur ni la communauté. Donc, il s'agit d'une définition qui finalement est assez large et est assez traitée au cours des dernières décennies notamment à travers la littérature et sur la domination de l'homme par la machine ou l'inverse. Voilà, comment faire en sorte que l'homme garde le pouvoir. Le principe de vigilance, lui, est un peu plus nouveau. Il consiste à dire qu'il faut sans cesse remettre en cause chaque algorithme, remettre en doute son fonctionnement, en particulier lorsqu'il s'agit d'algorithmes qui apprennent au fur et à mesure, qui sont alimentés par de nouvelles données. Ce sont des algorithmes qui évoluent. Il s'agit d'une nouveauté justement sur le marché puisque ces algorithmes sont en train d'envahir les usages de plus en plus. Ils sont assez difficiles à tracer, c'est-à-dire que le résultat de ces algorithmes va changer au fur et à mesure qu'il est utilisé. Voilà. Ce sont des algorithmes qui sont assez générateurs de crainte. Si on décompose ces éléments qui constituent un algorithme, on peut le schématiser de la façon suivante. En partant de la définition de la CNIL et des définitions des algorithmes, on peut représenter un algorithme comme un modèle qui est composé de données sources, de différentes opérations sur ces données sources et des résultats analytiques. Ce modèle sert à résoudre un problème qui lui est posé sous forme d'un questionnement. Or, ce questionnement n'est pas du tout analytique en soi, il s'agit d'un questionnement qui s'inscrit dans le cadre d'un usage. Cet usage est porteur de besoins. Soit c'est un usage qui consiste à prendre une décision, soit il consiste à générer des connaissances. Cet usage, Gérald en parlait, il est dans tous les milieux. En histoire, on a besoin de classer des documents et de découvrir de nouvelles connaissances. Dans le cadre de mes travaux professionnels dans le cabinet Quinten, il s'agit de résoudre des questions que les entreprises se posent et de créer de nouveaux usages au sein de ces entreprises, en interne ou pour leurs clients.
Et ces différents utilisateurs des algorithmes, les historiens, les acteurs en entreprise, eux-mêmes s'inscrivent dans un contexte de fonctionnement et leur propre usage est porteur de sa propre utilité. Une banque sert à financer des entreprises, en particulier en situation de crise. Voilà. Donc, ils ont leur propre finalité sociale. Bon, en quoi les algorithmes présentent des enjeux de transparence dans ce cadre? Tout d'abord, parce que si on se concentre sur le carré rouge en plein cœur, il s'agit d'une boîte noire pour une bonne partie des acteurs. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de savoir ce que l'algorithme contient, notamment parce que l'algorithme se présente souvent sous forme d'un code informatique. La plupart des acteurs métiers aujourd'hui font face à des algorithmes qui ne savent pas lire, ne savent pas ouvrir cette boîte noire. La deuxième problématique, c'est que les algorithmes sont aujourd'hui de plus en plus diversifiés et certains sont tellement complexes que même leurs concepteurs ont du mal à expliquer quelles sont les opérations qui sont réalisées par cet algorithme. Il s'agit notamment des algorithmes type deep learning, etc. Donc, la compréhension du fonctionnement de l'algorithme est assez complexe. Enfin, cette boîte noire qui est ici rouge est difficile d'accès. Et c'est difficile de savoir, ne serait-ce que quelles sont les données sources. Pourquoi cette difficulté d'accès? Parce qu'aujourd'hui, une bonne partie des algorithmes sont développés et gérés par des entreprises qui protègent ces algorithmes. En effet, ça fait partie de leurs actifs. Il s'agit des GAFA, il s'agit des entreprises, il s'agit même des gouvernements. Et donc, ce besoin de transparence consiste à faire face à des usages qui se basent sur des algorithmes qui ne sont pas accessibles pour les utilisateurs. Donc, il y a cette crainte-là. Et enfin, il y a effectivement ce souci soulevé par la CNIL qui consiste à dire que l'algorithme en tant que modèle évolue dans le temps. Je soutiens le fait que pour pouvoir aller dans le sens de la transparence des algorithmes, il est nécessaire de comprendre quelles sont les différentes composantes d'un algorithme. Comment on peut définir et documenter chaque brique qui le compose et comment on peut suivre le processus de construction d'un algorithme pour pouvoir stocker et donc réaliser un algorithme sous la forme de ces différentes composantes et de processus d'assemblage. Voilà. Alors, si nous nous concentrons sur les données d'entrée, de quoi parle-t-on quand on parle d'un algorithme en termes de données d'entrée? Aujourd'hui, la quasi-totalité des données qui sont utilisées pour alimenter les algorithmes, ce sont des bases de données, la plupart du temps structurées sous forme de tables. Chaque table est composée d'un ensemble de variables, les différentes colonnes qui composent une table, et à l'intérieur de chaque colonne, il y a un ensemble de modalités. Voilà. Vous pouvez avoir une base de clients dans une entreprise avec les caractéristiques de chaque client. Ces données d'entrée sont complétées de plus en plus par des données dites non structurées. Cette problématique est liée en majeure partie au fait qu'il est important dans pas mal de secteurs de stocker les données dans leur format natif. Il s'agit des photos, il s'agit des vidéos, des sons, de la parole, etc. Et donc, pour pouvoir absorber ces différents formats, la structuration d'une base de données serait trop chronophage. Il faut pouvoir stocker ces données dites non structurées. Et ensuite, il est nécessaire de requêter dans ces données dites non structurées avec de nouveaux langages de requête pour créer des éléments structurés qui seraient à terme traités par l'être humain. Voilà. Ces données sources peuvent être documentées. Historiquement, elles sont documentées sous forme de nomenclature, de dictionnaires de données, qui sont eux-mêmes porteurs de sens. L'objectif ici est pour l'être humain de rendre ces modèles de données pérennes en leur donnant du sens, en les sémantisant. C'est beaucoup plus difficile de donner du sens à des données
issus notamment des objets connectés, qui vont collecter des informations dans un format beaucoup plus brut et qu'il faut ensuite transformer en termes de sens. Par exemple, un capteur que vous portez sur vous n'enregistre des données sous forme binaire, sous forme de 0 et de 1. Donc, il est nécessaire de construire des modèles qui vont traduire ces capteurs binaires en termes de sens. Pour pouvoir faciliter cette traduction des données sources en données qui font sens, un ensemble de normes se mettent progressivement en place. Gérald a évoqué notamment les données GPS, il s'agit d'une norme. Quand il est impossible de mettre en place des normes, on va plutôt mettre en place des principes de courtoisie, où effectivement l'objectif est non pas de suivre une norme, mais de faire le minimum pour que les données collectées, produites, soient un minimum réexploitables par d'autres utilisateurs, d'autres chercheurs, etc. Cette création de normes ou de principes de courtoisie est aujourd'hui extrêmement traitée dans le domaine de la recherche. Si nous nous concentrons sur le deuxième bloc qui compose un modèle algorithmique, c'est-à-dire les opérations, ce qu'il est nécessaire de distinguer en termes d'opérations, ce sont deux choses. La première chose, c'est des opérations sous forme d'algorithmes en tant que fonction mathématique, en tant que définition d'un traitement. Une somme dans ce sens-là est une opération. Voilà. Les opérations qui sont appliquées aux données sources. Aujourd'hui, il y a une quantité d'algorithmes gigantesques stockés notamment dans des outils destinés aux data scientists sous forme de librairies. Ce sont des librairies algorithmiques dans lesquelles on peut sélectionner un ou des ensembles d'algorithmes qui ont une définition. La plupart du temps, ces librairies sont documentées, c'est-à-dire que chaque algorithme, comme une somme par exemple, fait sens. C'est-à-dire qu'il y a une description du fait qu'une somme, ce sont deux éléments et ça donne un élément en sortie. Voilà. C'est la même chose pour un algorithme prédictif, un algorithme de scoring et autres algorithmes. Ils sont eux-mêmes classés, caractéristiques. Il y a des algorithmes supervisés ou non supervisés qui s'appliquent aux données sources continues ou non continues. Il y a des familles d'algorithmes au sein des laboratoires de recherche, notamment, qui créent ces nouveaux algorithmes, ou dans la communauté des data scientists qui peuvent faire évoluer ces algorithmes et rajouter des algorithmes dans ces librairies. La deuxième partie de ces opérations consiste non pas à créer de nouveaux algorithmes dans la librairie, mais de choisir dans les librairies les algorithmes les plus appropriés pour créer un modèle algorithmique en particulier, qui va s'appliquer dans un contexte donné sur des données sources en particulier. Et c'est sur ce sujet-là que se concentre aujourd'hui l'essentiel des data scientists sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des data scientists au sens où ils créent de nouveaux algorithmes, ils créent de nouveaux modèles algorithmiques en assemblant des algorithmes disponibles dans des librairies documentées. Voilà. Et donc, la question de la transparence, dans ce sens, non pas à définir ce qu'est un algorithme particulier, mais à documenter les choix qui étaient faits par un data scientist pour piocher dans une librairie des algorithmes existants. Voilà. Le troisième bloc, c'est ce résultat analytique en sortie. Qu'est-ce qu'un résultat analytique en sortie? Prenons par exemple un algorithme donné figé, comme par exemple, disons, un algorithme prédictif simple comme une régression logistique. Il s'agit d'un algorithme. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut, par exemple, générer grâce à cet algorithme des scores de risque. Par exemple, en banque, des scores de risque de fraude ou des scores de risque de défaut pour une entreprise qui ne serait pas capable de payer ses factures. Voilà. Ou qui partirait en redressement judiciaire. On pourrait utiliser ce même algorithme prédictif pour faire des prévisions d'activité, des prévisions de valeur
d'un client, on peut utiliser ces mêmes algorithmes pour générer des résultats qui vont représenter des proximités, par exemple, entre des éléments, des proximités entre les clients. Cet algorithme, je prédis qu'il va se comporter de la même façon que tel autre client. Voilà. Cette proximité est utilisée bien évidemment dans d'autres domaines, comme les images, etc., pour faire la reconnaissance. Pour pouvoir juger un résultat analytique, il est nécessaire d'établir des critères d'évaluation. La plupart du temps, il s'agit des critères d'évaluation avant tout statistiques, qui consistent à comparer la précision du résultat d'un algorithme. C'est fait pour quoi? C'est fait tout simplement pour pouvoir comparer plusieurs algorithmes possibles dans la librairie, dans un cadre donné, pour pouvoir choisir celui qui donne les résultats les plus précis. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un algorithme donnerait des résultats extrêmement précis sur un jeu de données X et ne serait pas du tout précis sur un jeu de données Y, sur lequel un autre algorithme serait plus précis. Et donc, l'enjeu de transparence sur cette brique-là consiste à comprendre en fonction de quels critères, et ce sont des critères souvent statistiques assez complexes, sont choisis les algorithmes. Voilà. Et donc, si on considère un algorithme dans le cadre d'un usage donné, il consiste à avoir des données sources qui ont été sélectionnées, choisies et traitées par des hommes. Ça consiste à faire des choix en piochant les algorithmes les plus appropriés dans une bibliothèque. Et ça consiste à, au sein de ces algorithmes choisis, sélectionner ceux qui sont les plus pertinents statistiquement pour répondre à la problématique donnée. Si un algorithme en tant que modèle de données n'est pas décomposé dans ces 3 briques, il est extrêmement difficile de le documenter et de le rendre transparent. Or, si on ne le comprend pas, quelles sont ces différentes composantes, il est difficile de comprendre les mécanismes de la prise de décision ou le mécanisme de génération de connaissances, y compris de la génération de connaissances scientifiques, lancées dans ce cadre-là. Il est impossible de savoir comment ce résultat a été produit, comment donc cet usage peut être, lui, traité de loyal, puisqu'en effet, ce n'est pas un algorithme qui pourrait éventuellement porter cette définition de loyal, mais l'usage dans lequel il est utilisé. Voilà. Alors, cette question est encore plus problématique, effectivement, quand un algorithme s'ajuste dans le temps. Concrètement, dans ce cadre-là, en ayant décomposé un algorithme en tant que modèle sur ce format-là, de quoi parle-t-on? On parle du fait que l'algorithme ne génère pas un résultat en une seule fois, mais qu'il est alimenté en permanence par de nouvelles données sources. Et donc, les opérations restent toujours figées en soi, c'est-à-dire que ça reste une suite finie et non ambiguë d'opérations qui ont été choisies une fois pour toutes. En revanche, les paramètres qui sont joués dans ces opérations peuvent s'ajuster en fonction du flux de nouvelles données. Et donc, le résultat lui-même évolue. Voilà. C'est un mécanisme d'ajustement qui lui-même est codé au sein du traitement et qui peut lui-même être documenté. Et donc, il y a 2 possibilités pour suivre l'évolution d'un algorithme, soit de comprendre comment ce processus d'ajustement de l'algorithme est géré au sein même du traitement, et dans ce cas-là, on peut y accéder à travers la documentation de ce traitement, de cette opération, ou alors on peut faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire qu'on ne se concentre que sur le résultat analytique, on fait des tests, c'est-à-dire qu'on l'alimente avec de nouvelles données, l'opération reste dans ce cadre-là une boîte noire, et on essaie de comprendre comment évolue le résultat en fonction de nouvelles données, et donc en déduire les opérations d'ajustement d'un algorithme. Il s'agit de la problématique majeure des projets de création de plateformes de surveillance lorsqu'il s'agit de surveiller des algorithmes,
la société, les utilisateurs ne pourront pas avoir accès, notamment parce que les opérations constituent la propriété d'une entreprise privée. Donc, c'est un mécanisme de surveillance d'une boîte noire. Donc, soit on peut ouvrir la boîte noire en documentant chaque étape, soit on peut surveiller à partir des résultats analytiques quelque chose qui resterait une boîte noire. Voilà. Est-ce qu'il s'agit là du seul moyen en réalité de surveiller les algorithmes et de garantir leur transparence en observant sur le terrain de façon concrète la création de nouveaux algorithmes, de nouveaux usages qui se basent sur les entreprises, dans les entreprises, et en particulier dans le secteur bancaire et assurantiel. Quelque chose a émergé de façon très claire, c'est que la construction d'un algorithme, la construction de l'ensemble de ce modèle, avec les données sources, les opérations et la création des résultats, se fait aujourd'hui en entreprise sous forme de projet. Et un projet est en effet un processus de construction. Au cours de ce projet, un ensemble de choix est fait pour pouvoir constituer ce modèle algorithmique. La particularité de ces projets par rapport à d'autres projets, notamment des projets informatiques dans les entreprises, c'est que tant que les analyses sur les données n'ont pas été réalisées, il est très difficile de savoir si les données sources contiennent un signal utile à la prise de décision ou à la génération de connaissances. Et donc, ce sont des projets qui sont marqués par des incertitudes extrêmement fortes. Et un projet constitue un vecteur de réduction d'incertitudes. Pour pouvoir réduire ces incertitudes, un ensemble d'acteurs se réunit dans le cadre d'un projet et ils doivent converger d'une part sur la bonne question à poser à ceux qui vont constituer les modèles algorithmiques. Ils vont converger sur le choix des données qui sont nécessaires pour la construction de l'algorithme. Ils vont converger sur les choix des opérations, des modèles algorithmiques, enfin disons des choix des algorithmes dans les librairies. Ils vont converger sur les critères d'évaluation des résultats analytiques dans le cadre d'un usage qui parfois est lui-même assez incertain et qui finit par converger vers la fin du projet. Et donc, ce sont des projets qui vont réunir un ensemble d'acteurs très variés, notamment des acteurs métiers, qui vont garantir la pertinence de l'usage et la pertinence de l'usage dans son propre contexte. Je m'explique. Il s'agit par exemple dans le cadre par exemple d'un projet dans le monde de l'assurance, d'un acteur métier qui va garantir le fait que l'usage ne consistera pas à proposer une tarification assurantielle qui discriminera certaines populations de clients. Voilà. Il ne s'agit pas de créer un algorithme pour cette personne. Il s'agit de garantir le fait que l'usage est pertinent dans le cadre de la réglementation de l'assurance, non pas de la protection des données personnelles, mais dans la déontologie de son propre domaine d'activité. Voilà. On va avoir des acteurs comme, par exemple, les DPO. Là, en l'occurrence, le DPO, lui, il est vraiment dédié à la protection des données personnelles. Il va notamment se concentrer sur le fait que les données sources ne contiennent pas des éléments qui pourraient générer de la discrimination. Voilà. Il va y avoir évidemment des acteurs comme les data scientists, qui sont les assembleurs des données et des opérations algorithmiques, ainsi que des critères d'évaluation des résultats analytiques. Il va y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des ingénieurs data, dont l'objectif sera de construire la pipeline analytique une fois que la plupart des analytiques ont été réduites par les acteurs métiers et par la recherche du signal par les data scientists. Et il va y avoir bien évidemment des utilisateurs de ces résultats dont l'action peut éventuellement faire évoluer les algorithmes, puisque ces algorithmes seront conçus de telle sorte à ce que l'usage
génèrent des réapprentissages. C'est ça qui fait que les algorithmes s'ajustent. Voilà. Donc, ce sont des acteurs extrêmement multiples qui doivent se mettre d'accord, non seulement pour concevoir ce modèle algorithmique dans l'ensemble, cet usage dans l'ensemble, mais en plus pour pouvoir porter la responsabilité de cet usage et de façon plus globale. Cette question sera abordée dans la troisième partie par Gonzague notamment, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs impliqués dans l'entreprise. Mais il n'y a pas que les acteurs, il n'y a pas que les acteurs humains qui sont impliqués dans ces projets. Pour pouvoir converger sur quelque chose d'utile, d'autres outils sont ajoutés dans le dispositif. Il y a l'ensemble des outils de data visualisation. Comme je l'ai dit au début, l'algorithme, s'il est considéré comme un ensemble de lignes de code, n'est pas lisible pour un être humain normalement constitué qui doit faire des choix métiers, qui doit faire des choix de DPO. Il ne sait pas lire ce code. Les outils de data visualisation permettent de créer cette interface entre la donnée brute et celui qui prendra une décision sur, par exemple, si oui ou non, il faut sélectionner cette donnée dans le modèle algorithmique. Il y a tout le dispositif de sémantisation des données. On a abordé la question des dictionnaires des données, des dictionnaires des variables, des dictionnaires des modalités des variables, des dictionnaires qui correspondent à la définition des algorithmes contenus dans les librairies. Il y a un ensemble d'outils d'ores et déjà existants ou alors à construire au cours du projet autour de la sémantisation de l'ensemble des éléments analytiques du projet et donc du résultat de ce projet. Il y a des dispositifs de partage de connaissances, dont un sur lequel j'aimerais revenir dans quelques instants, et enfin des dispositifs tout simplement de gestion de projet. Il s'agit d'un projet qui est géré par un ensemble d'instances qui permettent de faire ces arbitrages, qui permettent d'anticiper les incertitudes qui restent à lever avant de mettre en production un usage donné. Ces instances laissent des traces. Il s'agit des décisions qui touchent directement à la construction du modèle algorithmique. Ces traces peuvent elles-mêmes être capitalisées et servir de référence pour documenter l'algorithme dans le temps et le rendre pérenne. C'est-à-dire qu'un algorithme, non seulement on saura comment il fonctionne puisque chaque composante est documentée, mais en plus, on aura documenté le pourquoi il fonctionne comme ça et non pas autrement, à travers un ensemble d'arbitrages documentés. Voilà. Ce qui est intéressant à retenir de cette vision, de cette définition du nouvel objet de l'algorithme, c'est que l'algorithme n'est pas un algorithme. Lorsqu'il est décomposé en éléments distincts, devient tout de suite un petit peu moins une boîte noire, puisqu'on comprend de quoi elle est construite. Deuxièmement, on peut documenter chaque élément qui constitue ce modèle algorithmique. Et troisièmement, on peut documenter les choix qui étaient faits pour avoir ces éléments et pas d'autres éléments dans un algorithme donné. Il est possible, ce qui intéresse aujourd'hui les entreprises en particulier, et d'ailleurs un peu dommage, ce n'est pas tant la documentation des composantes de l'algorithme ou la documentation des arbitrages. Aujourd'hui, ce qui intéresse les entreprises, c'est la capitalisation avec une finalité un petit peu différente, c'est de la capitalisation dont le but est d'accélérer la production d'autres algorithmes, d'accélérer la création de nouveaux usages. C'est un investissement pour les entreprises pour pouvoir travailler plus rapidement et gagner en efficacité, produire de nouveaux usages qui se basent sur les modèles algorithmiques. C'est une capitalisation, disons, de connaissances assez utilitaire qui est très liée au fait que aujourd'hui, les entreprises sont encore en phase croissante, en phase disons, de maturation.
sur ces nouveaux usages. Ils sont encore en train d'apprendre. Donc, ils favorisent l'apprentissage. Je suis convaincue qu'une fois que l'apprentissage sera suffisant et que les entreprises auront plusieurs usages basés sur les algorithmes, disons, mis en production, testés et confirmés comme utiles par les utilisateurs, à ce moment-là, les entreprises se lanceront dans des productions d'algorithmes beaucoup plus pérennes by design. Voilà. Pour le moment, il s'agit d'une montée en maturité sur le sujet. C'est moins le cas aujourd'hui dans la recherche qui est beaucoup plus avancée justement sur les principes FAIR, sur l'open data, etc. et qui vise cette pérennisation dès le départ. Les entreprises ont un petit cran de retard et je pense qu'il est intéressant de s'attarder sur ces mécanismes de capitalisation et de dispositifs humains en place. Et je laisserai notamment Gonzague s'exprimer sur le sujet dans la troisième partie. Voilà, je vous remercie.